Je ne vous ai pas vu depuis un mois. Je vais reprendre en résumant ce que nous avons dit. Je vous ai montré la croissance de cette société maçonnique qui commence à partir d'une corporation catholique pour devenir un peu hétérodoxe et puis sous l'influence de la Rose-Croix carrément dissidente. Ceci, fin 16e, début 17e siècle. Ensuite, acceptant de plus en plus de membres non maçons, elle devient un élément politique. Puis, au XVIIIe siècle, en 1717, le parti Whig anglais et la dynastie de Hanovre en font un instrument de la politique anglaise et en font un instrument de l'anticatholicisme, c'est-à-dire de la lutte contre toutes les religions révélées, mais au premier chef le catholicisme. Et les civilisations qui sont imprégnées de catholicisme, dont la France et l'Autriche sont les deux premières, ce qui amène la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle français, en s'appuyant sur la maison d'Orléans, à préparer et à réussir la révolution de 1789. Seulement, la maçonnerie, étant une société secrète, prépare les révolutions, mais en a peur ensuite. Donc, il y a une éclipse, nous avons parlé, mais elle renaît très brillamment, et sous le Premier Empire, elle devient extrêmement puissante, et cette fois-ci, une société fortement organisée au point de vue social, qui attire à elle la bourgeoisie économiquement riche et économiquement en révolte contre le décalogue. Et alors, grâce à cette clientèle et grâce à la prépotence de Napoléon Ier, elle commence à mettre la main sur l'instruction publique qui jusqu'alors avait été le fait de l'Église. Ça a été l'un des grands tournants de la maçonnerie. Puis, elle s'arrange pendant les 40 premières années de ce siècle. La politique maçonnique est double. Le Grand Orient est toujours en bon terme avec le gouvernement, mais elle laisse, ou elle entraîne les loges inférieures à préparer les révolutions qu'elle accepte ensuite avec enthousiasme. Voilà le résumé de ce que nous avons dit. Nous avons étudié la dernière fois la période de 48. Je vous ai montré comment la révolution, la franc-maçonnerie, en se servant cette fois-ci des sociétés maçonniques nationales, la jeune France, la jeune Pologne, la jeune Allemagne, la jeune Italie, manœuvrée par des maçons, avait merveilleusement préparé l'explosion de 1847-48. Si vous étudiez, maintenant que nous en avons parlé en détail, si vous étudiez d'un œil global, d'ensemble, ces révolutions de 47-48, vous voyez à quel point c'est bien fabriqué. Première explosion, Suisse, qui était un pays central, faible au point de vue politique, mais très typique et très influent au point de vue idéologique. L'explosion commence en Suisse, parce que c'est un pays traditionnel, et aussi parce que c'est un moyen de voir si la France et l'Autriche, qui ont garanti le maintien de la tradition, sont assez forts pour réaliser leurs promesses. Quand on voit que France et Autriche ont reculé et ont laissé écraser les éléments catholiques et traditionnels de Suisse, on ose faire l'explosion à Paris. Donc 47 Suisse, février 48 Paris, et comme Paris réussit, l'explosion se propage en mars à Vienne et en avril dans toute l'Allemagne, toute l'Italie. Vous voyez à quel point la combine a été bien préparée, bien manœuvrée, par l'accord entre les maçonneries continentales et la maçonnerie anglaise. Je ne dis pas la couronne d'Angleterre, mais la maçonnerie anglaise qui a
toujours été manœuvré par les éléments les plus extrémistes du gouvernement anglais. Car l'Angleterre, comme tous les pays malins, a un gouvernement qui a plusieurs politiques. Chaque ministère a une politique. Nous avons vu ça dans les dernières guerres. Il y avait des ministères qui étaient favorables aux Américains, d'autres aux Russes, d'autres, etc. Donc, ça a été fait par une partie du gouvernement anglais, la maçonnerie anglaise et le service secret anglais, d'accord avec les maçonneries européennes, de façon à briser le pouvoir de ce qui restait de la Sainte Alliance et des monarchies plus ou moins traditionnelles. Je dis plus ou moins traditionnelles parce que le cas de Philippe, de Louis-Philippe est un cas très curieux. Louis-Philippe était évidemment un Orléans, mais il avait du sang bourbon. Sa femme était une Bourbonne. Et à mesure qu'il gouvernait, il s'était rapproché des maximes de la monarchie ancienne. Il était devenu plus autoritaire, moins hostile au catholicisme, plus désireux de maintenir un ordre moral en France. Et il faut dire, prendre cette justice, que c'était un protestant chrétien qui s'appelait Guizot, qui avait le plus et le mieux réalisé cette politique. Donc, triomphe de la maçonnerie en 1947-48. C'est dans toute l'Europe et surtout en France quelque chose d'évident et quelque chose de remarquable. La synchronisation est un chef-d'œuvre. En France, c'est particulièrement frappant parce qu'il n'y a au pouvoir que des gens sans expérience politique, comme notre cher ami Lamartine, qui faisait un merveilleux blablabla, qui avait beaucoup de prestance, qui était un charmant homme, désintéressé, mais qui ne voyait pas en politique plus loin que son nez. À vrai dire, le nez était long, mais pas assez long. Donc, les grands hommes, dans ce gouvernement provisoire, qui a été improvisé par la foule menée par la maçonnerie, la majorité est maçonnique. Il y a d'abord un juif dont la famille va jouer un rôle capital dans l'évolution politique du 19e siècle français, car ce seront des gens qui seront toujours, lui et sa famille, en avance sur les événements politiques. Ça s'appelle le juif Crémieux. C'est un juif dont la famille est originaire du Languedoc, qui sont en Angleterre des juifs peut-être d'origine méridionale. Sont des juifs qui ont une bonne connaissance de la France et qui sont des petits avocaillons de province, donc qui manient la pâte politique, vous savez, admirablement mieux même que ceux des grandes villes, parce qu'on connaît les petites vengeances, les petites haines, les petites combines, et toutes ces petites saloperies qui sont de la psychologie la plus raffinée. Ensuite, vous avez un autre homme qui s'appelle Garnier-Pagès. Lui, c'est un avocat de Paris, donc il connaît également le maniement de la saloperie. Et puis enfin, il y a un agitateur professionnel qui est Armand Marrast, M-A-R-R-A-S-T. Alors avec ces trois gens-là au gouvernement provisoire, on est sûr que la maçonnerie a bien représenté et que l'élément d'idéologie antichrétienne trouvera sa réalisation. En dehors de cela, on a réussi, pas tout à fait tout, puisque à cause des scrupules de Lamartine, on n'a pas réussi à mettre le drapeau rouge, qui aurait été le grand résultat. Mais tout de même, on a réussi à mettre quelque chose de très important, qui sont les trois mots que déjà la Première République avait proclamés: liberté, égalité, fraternité. Mais qui avaient été tout de même très largement oubliés, bien entendu sous le Premier Empire, naturellement sous la Restauration, et encore peut-être plus sous Louis-Philippe, qui n'aimait pas tout à fait ça, puisqu'il préférait les riches aux pauvres, et qui préférait la réussite à l'échec. Vous voyez donc qu'il y avait dans tout ça une superbe réussite. Et la réussite était d'autant plus belle qu'à cette époque-là, comme maintenant, il y avait à l'intérieur même du catholicisme une dérivation qui donnait les plus grands espoirs. C'était l'époque où un prêtre très pieux à ses débuts, qui s'appelait Félicité de Lamennais, après avoir été un prêtre d'un grand zèle spirituel, un peu
pas très encadré de théologie, nous dirons, et pas très encadré de lucidité intellectuelle. Et surtout, c'était un de ces prêtres qui était devenu prêtre dans une crise nerveuse qui ressemblait presque à une crise démoniaque, d'après les documents que nous avons. Donc, Félicité de Lamennais, qui était un homme sincère, mais qui était un agité, après avoir été le meilleur élève du Monseigneur, le cardinal Prince de Rome, cardinal duc de Rome, était devenu un agitateur de gauche. Et son catholicisme était maintenant un catholicisme à la fois démocratique et, comme qui dirait, pour employer des langages contemporains, très ouvert, c'est-à-dire ouvert à toutes les bêtises et toutes les formules les plus vagues. Et il était entré dans la maçonnerie. Et à ce moment-là, naturellement, également, le soulèvement de Pologne, qui lui avait échoué, avait répandu sur la France toute une masse de Polonais maçons, démocrates et excités, dont le plus fameux était le grand poète, du reste, qui s'appelait Adam Mickiewicz. Je pense que je vais vous l'épeler en ne mettant pas assez de consonnes. Il faudra en rajouter 4 ou 5. Adam Mickiewicz était un très bon catholique, mais c'était en même temps un très bon maçon et un très bon révolutionnaire. Et il était, dans la France de 1848, un de ces éléments de liaison, si vous voulez, un peu comme le père Riquet, et un peu comme d'autres gens qui ne nommeront pas par respect, un de ces éléments qui sont tellement pleins de zèle apostolique qu'ils font la pagaille partout. Donc, il était, lui, en France, accueilli par la maçonnerie, accueilli par le Monseigneur les évêques, et en même temps, il en fut bientôt récompensé de ce rôle, en étant nommé au Collège de France, où il a fait de très beaux discours, très vagues, très emphatiques. C'était donc, vous voyez, pour la maçonnerie, ce tournant, ce courant, qui même à l'intérieur du catholicisme indiquait une possibilité de dissolution du catholicisme par l'intérieur, c'était quelque chose qui était très précieux et quelque chose qui donnait beaucoup d'espoir. Aussi, la franc-maçonnerie a-t-elle eu une explosion de joie incomparable. Le 6 mars 1848 s'est déroulée une cérémonie qui a ébloui les Parisiens, fait rigoler les petits-enfants et charmer les femmes. Le 6 mars 1848, le Grand Orient a organisé une parade avec tous les décors, les amulettes, les cordons, tout ça, les médailles à travers Paris jusqu'à l'hôtel de ville. Le grand maître, il s'appelait le frère Bertrand, avait, avec beaucoup d'adresse, préparé une allocution, une cérémonie pour célébrer la mort des maçons tués dans la glorieuse journée du 23 et 24 février. Et alors, à l'hôtel de ville, le gouvernement provisoire les a reçus. Je pense que l'éloquence maçonnique vous intéressera et que vous aurez plaisir à écouter ces belles harangues. Au gouvernement provisoire, donc c'était le grand maître. Citoyens, le Grand Orient de France, au nom de tous les ateliers maçonniques de sa correspondance, apporte son adhésion au gouvernement provisoire. Comme il l'avait fait, c'est naturel qu'il y adhère, enfin ça me fait rien, c'est l'autre aspect. Quoique placé par ses statuts en dehors des discussions et des luttes politiques, toutes les fois qu'ils font de la politique, ils disent ça, les maçons. Quoique placé par ses statuts en dehors des discussions et des luttes politiques, la maçonnerie française a pu contenir l'élan universel de ses sympathies pour le grand mouvement national et social qui vient de s'opérer. Il leur donnait l'assiette au beurre. Les francs-maçons ont porté de tout temps sur leur bannière les mots liberté, égalité, fraternité. En les retrouvant sur le drapeau de la France, ils saluent le triomphe de leurs principes et s'applaudissent de pouvoir dire que la patrie tout entière a reçu par vous la consécration maçonnique. Ils admirent le courage avec lequel vous avez accepté la grande et difficile mission de fonder sur des bases solides la liberté et le bonheur du peuple. Ils apprécient le dévouement avec lequel vous savez l'accomplir en maintenant l'ordre qui en est la condition et la garantie. 40 000 maçons répartis dans 500 ateliers
ne formant entre eux qu'un même cœur et qu'un même esprit, vous promettent ici leur concours pour achever heureusement l'œuvre de régénération si glorieusement commencée. Que le grand architecte de l'univers vous soit en aide. Alors c'est Crémieux qui a répondu. Et vous allez voir également la malice de ce maçon qui était un vieux roublard. Citoyens et frères du Grand Orient, le gouvernement provisoire accueille avec empressement et plaisir votre utile et complète adhésion. Le grand architecte de l'univers a donné le soleil au monde pour l'éclairer, la liberté pour le soutenir. Le grand architecte veut que les hommes soient libres. Il nous a donné la terre en partage pour la fertiliser, mais c'est la liberté seule qui fertilise. La maçonnerie n'a pas, il est vrai, pour objet la politique, mais la haute politique, la politique d'humanité, a toujours trouvé au sein des loges maçonniques, et dans tous les temps, un abri, dans toutes les circonstances, sous la pression de la pensée, comme sous la tyrannie du pouvoir. La maçonnerie a répété sans cesse ces mots sublimes: liberté, égalité, fraternité. La République est dans la maçonnerie. Et c'est pour cela que dans tous les temps, heureux ou malheureux, la maçonnerie a trouvé des adhérents sur toute la surface du globe. Il n'est pas un atelier qui ne puisse rendre cet utile témoignage qu'il a constamment aimé la liberté, qu'il a constamment pratiqué la fraternité. Oui, sur toute la surface qu'éclaire le soleil, la franc-maçonnerie tend une main fraternelle à la franc-maçonnerie. C'est un signal connu de tous les peuples. Eh bien, mes frères, la République fera ce que fait la franc-maçonnerie. Elle deviendra le gage éclatant de l'union des peuples sur tous les points du globe, sur tous les côtés de notre triangle, et le grand architecte de l'univers du haut du ciel sourira à cette noble pensée de la République qui se répandront de toutes parts, réunira dans un même sentiment tous les citoyens de la terre. Citoyens et frères en maçonnerie, vive la République. C'était ça, vous voyez, le Grand Orient. Mais la parade avait été tellement joliment réussie que quelques jours après, le 10 mars, le suprême conseil du rite écossais a également été félicité le gouvernement provisoire. Et cette fois-là, c'était le pauvre Lamartine qui était le corvée. Et il a fait un discours un peu moins ridicule, mais un peu plus prudent aussi. Je suis convaincu que c'est au fond de vos loges que sont émanés d'abord dans l'ombre, puis dans le demi-jour, et enfin en pleine lumière, les sentiments qui ont fini par faire la sublime explosion dont nous avons été les témoins en 1789. Vous voyez, lui, il avait l'idée juste que la révolution avait été préparée dans les loges, et dont le peuple de Paris vient de donner au monde la seconde, et j'espère, la dernière représentation. Il avait tout de même un petit reste de bon sens, parce qu'il avait des vignes, et que les vignes, ça aide à avoir du bon sens. Il y a peu de jours, donc il ne voulait pas que ça continue, il voulait les embrasser, mais il trouvait que c'était assez bien que ce soit fini maintenant. On pouvait s'embrasser, mais il valait mieux ne pas faire d'autres révolutions. Et lui, il avait à ce moment-là, le pauvre bougre, l'espoir que, eh bien, ça serait la fin des fins des révolutions. En même temps, le gouvernement était décidé à faire des gestes aimables pour la maçonnerie. Le 30 mars 1948, le gouvernement provisoire a constitué la franc-maçonnerie en commission centrale des dons des offrandes à la patrie. Donc tout ça, c'était, vous le voyez, mettre beaucoup d'argent à la disposition de la maçonnerie et lui donner un rôle public de bienfaisance. Et la commission donnée par les maçons, créée par les maçons pour récolter cet argent, vous intéressera. Car le président était le frère Lamennais, dont je vous ai parlé. Le vice-président était le chansonnier Béranger, celui qui avait consacré tous ses soins à traîner dans la boue les jésuites et l'Église. Ensuite, il y avait un certain monsieur Littré, celui qui a fait un bon dictionnaire, mais qui était maçon aussi. Charles Thomas, qui était le directeur du National, le grand journal de gauche de l'époque, puis Louis Bardot, Paul de Musset, Chevalot, Clément Thomas. Donc, oui. Vous voyez comment se chevillait l'entente maçonnique gouvernementale dans cette période assez brève qui va de février à juin 1948. Mais cette collaboration dura quelque temps, puisque dans la Constitution de 1849,
la devise républicaine fut acclamée par la maçonnerie. Il y a là un détail qui est assez intéressant. La maçonnerie avait eu cette devise, liberté, égalité, fraternité, au XVIIIe siècle. Puis ensuite, elle s'en était un petit peu méfiée. Et alors, elle avait pris une autre devise. Et il y avait, sur le sceau de la maçonnerie, il y avait un globe qui représentait le monde et qui avait les 3 lettres G-O-F, Grand Orient de France, avec le terme Deus meum que jus, mon droit et le droit divin. Mais à partir de ce moment-là, c'est liberté, égalité, fraternité qui triomphe partout. Ainsi, vous voyez, de février à juin 48, la maçonnerie a le sentiment d'être toute puissante en France. Le Grand Orient a très bien joué, il est resté jusqu'au bout, intimement lié avec le roi Louis-Philippe et ses ministres, pendant que la loge des Trinosophes et d'autres loges secrètes faisaient la révolution en France. C'était admirablement, impeccablement joué, très réussi. Seulement, 2 choses fâcheuses se sont produites. Cette révolution parisienne coûtait très cher. Et alors, les banquiers ont commencé à dire « ça coûte trop cher ». Monsieur de Rothschild, Monsieur Fould, ça coûte trop cher. Ça peut pas durer, ça coûte trop cher. Et puis la province a trouvé que cette chiandise, je demande pardon messieurs, n'était pas une chose raisonnable. Et par conséquent, il y a eu réaction provinciale et il y a eu réaction financière. Ce sont 2 sujets sur lesquels la maçonnerie était sensible. Parce que les membres de la maçonnerie étaient surtout de la bourgeoisie, un peu comme ça. Cette réaction a amené la fermeture des ateliers nationaux et la transformation de la politique intérieure française qui était orientée vers les ouvriers et qui, avec l'appoint des députés élus par les gens des campagnes qui n'avaient pas envie de payer tellement d'impôts, est devenue une politique, au contraire, beaucoup plus prudente. Et on a supprimé les ateliers nationaux. Les agitateurs de février et les Trinosophes avaient tout de même organisé des masses d'attaque. Et quand on a su la fermeture des ateliers nationaux, quand on a su la transformation de la politique, quand on a vu une majorité à tendance monarchiste et à foi catholique arriver, il y a eu une très violente réaction, non pas au Grand Orient, mais dans les loges inférieures et chez les agitateurs de février. Donc, révolte. Ce sont ces tragiques journées de juin 48 qui ont ensanglanté Paris et qui ont amené la mort de plusieurs milliers d'ouvriers et de plusieurs centaines de soldats. Le général Cavaignac, qui était chargé de dompter la révolte, a eu les mains très dures. Et cette date de juin 48, on peut dire que ça commence à être un tournant, non seulement dans la politique française et dans celle de la maçonnerie, mais aussi dans la vie intellectuelle du pays, dans l'idéologie du pays. Si vous prenez les courants de pensée de 1815 à 1848, c'est à peu près partout le règne de l'idéologie. Lamennais est le cas typique de l'idéologie catholique démocratique. Mais en même temps, vous avez l'idéologie socialiste, avec des gens dont je vous ai parlé, comme Saint-Simon, comme Fourier, comme Cabet, tous ces gens qui construisaient des théories sociales assez chimériques, tantôt sages, tantôt folles, mais enfin plutôt folles que sages, et qui étaient des idéologues. C'est également, à l'intérieur de la maçonnerie, il y avait également un bouillonnement d'idéologie, les hauts grades et tout le reste. Et puis c'était l'époque où les poètes romantiques se livraient à leurs délires les plus violents. C'est l'époque où Victor Hugo, Lamartine, ensuite Vigny et Musset faisaient le plus de bruit et répandaient les théories romantiques du rêve, de l'indépendance, de l'individualisme, etc. Et qui se répercutaient sur les mœurs, qui se répercutaient dans la vie intellectuelle de tout le pays. Or, qu'est-ce qui arrive à partir de 48, 49, 50 ? Lamartine est capoute. Il a dépensé trop d'argent à la Révolution, il faut qu'il paye ses dettes. Il est échoué comme député, échoué comme dictateur. Il rentre chez lui et il fait ses comptes
qui sont désastreux. Donc, c'est un homme fini. Il publiera des torrents de volumes, mais ses vers est à peu près fini, et son prestige est complètement fini. C'est un homme qu'on oubliera. Victor Hugo, qui avait été très bien vu de la monarchie de Juliette, est un peu brûlé. Naturellement, il est encore là, et puis comme il a une grosse voix et un gros ventre, il est encore un peu partout, mais il va être complètement fini en 51, quand il voudra s'opposer à l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon, et de lui, il ne restera rien pendant 20 ans, puisqu'il va être obligé de s'exiler à Guernsey, et ensuite à Jersey, où il fera des vers très remarquables, où il fera des livres très flambants contre Napoléon III, mais ce n'est plus du tout l'ivresse romantique de la période précédente. Alfred de Musset est tellement ivre que... Bien. Quant à ce pauvre Vigny, il est cocu, il est... Donc, c'est la fin du romantisme. À partir de ce moment-là, il y a un tournant dans la vie littéraire, c'est le réalisme qui va commencer. Il y a un tournant dans la vie sociale beaucoup plus grave. C'est que les grandes théories françaises, le socialisme français, commencent à être méprisées par un critique impitoyable qui a assisté à la révolution, une partie de la révolution à Paris, qui a pris des notes et qui s'appelle Karl Marx. Karl Marx était à Paris. Il a insulté Proudhon. Il a traité avec mépris tous les socialistes français. Et alors, à la période du socialisme idéologue va succéder la période de ce que Marx appellera le socialisme scientifique ou le communisme. Donc c'est complètement nouveau, cette période de 48-50, ça change toute l'orientation de la grande polémique socialiste, comme ça change l'orientation de la littérature, et également celle de la philosophie, et celle des mœurs, parce que les mœurs vont se transformer très rapidement, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc après juin 48, la maçonnerie est très secouée. Elle s'est crue victorieuse. Mais maintenant, elle en doute. Maintenant, elle a perdu dans les journées de juin 48 ce qui était son point d'appui populaire et politique. Parce que tous ces agitateurs qu'elle encourageait, sans se compromettre, ont été ou massacrés, ou poursuivis par la police, ou en fuite, et en réalité des hommes qu'elle avait mis au pouvoir en février 48, aucun ne garde plus d'influence, sauf le petit roublard de Crémieux, parce qu'il est juif. Donc, la situation est complètement différente et quelque chose de nouveau. Et alors, on discute. On discute au Grand Orient parce qu'un certain nombre de maçons voudraient fusionner le Grand Orient et les cossistes, c'est toujours leur rêve depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire fusionner les maçons bourgeois avec les maçons snobs. Mais, naturellement, la chose ne réussit pas. Et au cours de ces réunions, on discute également de la reprise d'une activité politique officielle au Grand Orient. Cette reprise d'une activité politique avait été si réussie en février 48 que beaucoup de gens voulaient reprendre ça. Et voulaient alors transformer les formules et la hiérarchie du Grand Orient qui était hiérarchisée et où certains grades étaient inamovibles. Alors, les révolutionnaires, les républicains disaient non, ça suffit, maintenant il nous faut un Grand Orient où les élections aient lieu régulièrement, où il n'y ait pas de grade plus élevé que les 3 premiers grades, le reste n'est pas démocratique, et puis il faut nous organiser pour faire de la politique carrément, parce que c'est ça qui est intéressant en ce moment-ci. La majorité a eu peur. Et alors, le Grand Orient est resté une chose bourgeoise. Seulement, s'est fondé à côté du Grand Orient une grande loge nationale. Cette grande loge nationale, elle, était une création d'extrême gauche. Elle était faite pour faire de la politique, pour s'occuper de politique. Elle n'avait que 3 degrés.
et elle réalisait ses fonctionnaires chaque année, donc elle était très agitée. Et elle poussait alors. Seulement après cette période, après juin 48, elle s'est trouvée dans de grandes difficultés. Parce que la police la surveillait. Parce que l'argent ne voulait plus d'agitation. Parce que la province qui fournissait les soldats ne voulait plus d'agitation. Parce que l'armée ne voulait plus d'agitation. Et alors, la maçonnerie pensait qu'il valait mieux rester assez tranquille. C'est donc de nouveau, vous voyez, le rythme de la maçonnerie est très curieux. Grande exaltation de 1770 à 1790, et puis sommeil de 90 à 1800. Grand réveil de 1800, ça monte jusqu'en 48, et puis une autre vague d'assoupissement à partir de juin 48, où on est gentil, prudent, sage, et où on tâche de ne pas se faire trop remarquer, et où on s'efforce d'attirer les bons bourgeois riches, d'être en bons termes avec le gouvernement, et même on s'entend avec le préfet de police qui, un beau jour de 1951, va purement et simplement fermer la Grande Loge nationale, et tous ces gens-là, alors, ayant été fermés le 2 février 51, la dernière séance a lieu le 14 janvier 51, et tous ces frères excités rentrent humblement au Grand Orient. Je dis humblement, mais ils ont une idée de derrière la tête, c'est-à-dire que pour le moment, ce n'est pas favorable, mais que l'heure reviendra. Et vous voyez, c'est cela qui est extrêmement intéressant dans la maçonnerie, c'est ce que je disais à un de vos camarades des États-Unis qui me demandait des détails. Il faut non seulement suivre l'avis des loges, mais il faut suivre l'avis des meneurs de chaque loge, parce qu'une loge peut être fermée, et tous ces meneurs allaient dans une autre loge, où ils referont dans cette autre loge, avec moins de bruit d'abord, le même travail qu'ils faisaient dans la loge fermée. Cette loge fermée fera grand plaisir au gouvernement, qui ne se rendra pas compte qu'il n'a rien fermé du tout. Il a transféré un levain d'un endroit à un autre, et avec l'inconvénient pour lui de ne pas savoir où est ce levain dont il connaissait auparavant l'allocation. Donc, c'est cette très belle technique, ou cette société secrète, qui est évidemment la plus perfectionnée, qui a permis à la maçonnerie d'avoir l'air très sage. La maçonnerie, à ce moment-là, se trouvait devant un problème. Le problème, c'était un petit monsieur qui avait une grosse moustache. Il avait une grosse moustache, il avait un gros ventre, et il avait une maîtresse anglaise très riche. Il s'appelait Napoléon. En réalité, on ne sait pas s'il était le fils de son père, d'un amiral hollandais, d'un chanteur italien ou d'un voyageur suisse. Il peut y avoir eu collaboration parce que la reine Hortense était une femme excessivement gentille, généreuse et ouverte. Bien. En tout cas, Napoléon III, le futur Napoléon III, était un assez gros petit homme qui avait des moustaches irrésistibles et qui avait des yeux magnétiques. Seulement la maçonnerie se posait la question suivante. Cet homme est un homme d'une volonté de faire, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Cet homme est d'un idéal sublime, mais il n'a jamais défini son idéal. Cet homme est un homme du destin, mais on ne sait pas quel est son destin. Alors, il y avait hésitation. Pourtant, les sympathies maçonniques allaient vers lui, parce que, comme jeune homme, il avait été Carbonaro. Il s'ennuyait beaucoup en Suisse, je suis désolé de le dire. Malgré toutes les visites que sa mère recevait, il s'ennuyait en Suisse. Et alors, il avait un frère qui habitait Rome, et qui était très ardent. Carbonaro est vêlé à toutes ces révoltes de 1830, de 1846, de 1848, et même le frère, et au fond, il a laissé sa peau. Quant à lui, le second garçon, parce qu'il était que le second garçon de la reine Hortense, quant à lui, il est venu donc voir son frère, et son frère l'a fait rentrer chez les Carbonari, où il a été reçu par un certain Orsini, dont nous reparlerons ce soir.
Ce n'était pas la maçonnerie, mais c'était un sous-produit. Si vous voulez, c'était les enfants de Marie de la maçonnerie. Un peu rouge, mais enfants de Marie de même. Et alors, il était donc dans le jeu, dans le bain, vous comprenez? Par-dessus le marché, il n'était certainement pas pieux, ça on le savait. Par-dessus le marché, il avait un usage très varié des femmes. Par-dessus le marché, dans la mesure où il pensait quelque chose de clair, ce qui était rare, il avait la doctrine des nationalités. Qu'est-ce que c'est que la doctrine des nationalités? On prétendait qu'elle avait été la doctrine de Napoléon Ier, mais enfin c'est très douteux, parce que en réalité, pour Napoléon Ier, la doctrine c'était de mettre les gens dans sa poche et puis de les y laisser s'il pouvait. Mais enfin, la doctrine de la nationalité consistait à dire qu'il fallait que les peuples qui possédassent une unité ethnique et linguistique fussent réunis. Vous voyez, à cette époque-là, on n'avait pas encore utilisé la Société des Nations, ni l'UNO, on n'avait pas encore inventé les mortelles formules, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils ont ce droit-là, sauf quand c'est en face de la Russie et des États-Unis. Mais enfin, ils ont ce droit-là, quand ils l'ont, c'est très bien leur droit. Donc, c'était la doctrine des nationalités. Ensuite, et ça c'était une idée de Napoléon Ier, qui revenait avec Napoléon III, il était plébiscitaire. Qu'est-ce que c'est que d'être plébiscité? Ça, les soviets également font ça admirablement bien. C'est de demander aux populos, avez-vous envie que je vous commande? Et puis d'ajouter en sous-titre, si vous n'en avez pas envie, vous aurez des coups de pied dans le cul, comprenez-vous. Et alors, ça réussit très bien en Russie, et ça réussissait à Napoléon Ier, et ça réussit à Napoléon III, exactement de la même façon, mais c'était un principe démocratique, donc c'était la grande chose, très utile. Et puis, le choix de l'Assemblée était facilité par le fait qu'en face de Napoléon, du futur Napoléon III, il y avait l'Assemblée. L'Assemblée, messieurs, était d'une grande majorité de chrétiens sincères, une grande majorité d'honnêtes gens, une grande majorité d'hommes de bien, et tous ces hommes de bien étaient menés par l'idée libérale. C'est-à-dire qu'ils étaient menés par l'idée qu'ils ne savaient pas où juste qu'ils voulaient. L'un des cas typiques, c'était M. de Tocqueville, qui était au fond orléaniste, mais qui avait une passion aveugle, comme le savent ceux d'entre vous qui ont lu ses livres sur l'Amérique, une passion aveugle pour la démocratie, son avenir. Mais, pour vous donner une idée des contradictions, l'un des secrétaires de M. de Tocqueville était un certain M. de Gobineau, lequel était au contraire monarchiste, et disait à son patron, à juste titre, qu'il était un imbécile. Ça ne facilitait pas les relations. Mais enfin, tout de même, Tocqueville était le patron. Et il y avait à côté de Tocqueville des gens comme M. de Falloux. Vous savez qui était M. de Falloux? C'était un gentilhomme de l'Ouest, très honorable, et qui alors avait participé à la campagne que Lamartine avait menée pendant toute la monarchie de Juillette pour que les catholiques retrouvassent le droit d'enseigner dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, qui leur avait été supprimé dans le supérieur par Napoléon Ier. Or, M. de Falloux a obtenu une loi, mais cette loi, qui existe encore, est une loi très incomplète. Les catholiques ont bien le droit d'enseigner, mais les catholiques n'ont pas le droit de donner de diplôme. Seul l'État donne des diplômes. C'est pour ça qu'en ce moment-ci, les communistes emploient une technique qui est excellente. Ils ne veulent pas supprimer la loi Falloux, ils veulent simplement nommer partout des professeurs communistes qui ne donnent des diplômes que leurs petits copains. D'autant plus que dans les règlements récents, il est entendu qu'il y aura un examen de politique générale. Ainsi, la loi Falloux était une loi qui a rempli de joie le clergé, ils ont fait des discours, mais c'était une loi qui était aux trois quarts vide. Elle donne une liberté qui n'est pas très efficace. Ainsi, en face de cette assemblée catholique, libérale, orientée vers la monarchie, les maçons sentaient bien que l'argent n'était pas de ce côté-là, et qu'au fond, cette assemblée était beaucoup trop catholique pour eux, puisque cette assemblée protégeait, était d'accord avec le Saint-Père, voulait empêcher les Italiens de prendre Rome, que tout ça, ça faisait une atmosphère qui déplaisait aux maçons. Au contraire, l'atmosphère qui entourait le jeune Napoléon était très sympathique. C'était presque tous des gangsters. Il y avait un certain Fialin qui s'avait appelé M. de Percy,
c'est un voleur, c'est un aventurier, c'est un homme de sac et de corde. Il y avait un autre monsieur dont la moralité était pas plus haute, mais dont l'intelligence était bien plus fine. Il s'appelait monsieur de Morny. Monsieur de Morny avait l'honneur d'être le petit-fils adultérin d'un vertueux évêque, monsieur Talleyrand, et le fils de, comme ça, enfin, d'un gentilhomme distingué qui était monsieur de Flahault. Ainsi, il avait du sang bleu, mais son sang bleu avait également, il était le fils naturel d'Hortense, et il était donc le demi-frère de Napoléon III, beaucoup plus malin que lui, spéculateur endiablé, coureur de filles lui aussi, mais il avait une idée très nette, c'est qu'il fallait qu'il paye ses dettes pour en faire d'autres, comprenez-vous. Et il avait une idée très nette, c'est qu'il voulait avoir de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut de l'autorité, donc lui, il savait ce qu'il voulait. Et en face de ces deux hommes-là, la maçonnerie se rendait très bien compte qu'elle ne risquait pas d'être traitée d'immorale, qu'elle ne risquait pas les aventures qu'elle risquait avec l'Assemblée. Donc, elle a pris position pour Napoléon. Quand le coup d'État du 2 décembre 1951 s'est produit, la maçonnerie avait déjà accepté de supprimer la Grande Loge nationale, avec plaisir. Donc, à Paris, en dehors de quelques protestations de loges faibles, le coup d'État n'a pas reçu d'opposition. Mais il y a eu dans le sud-est, qui était beaucoup plus loin et où il y avait des esprits chauds et où beaucoup des dirigeants maçonniques avaient été carbonari, il y a eu des révoltes. Dans les régions du Var, des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes, il y a donc eu un certain nombre de révoltes qui ont alerté à ce moment-là le préfet de police. Et aussi la maçonnerie a vu toutes ces loges fermées du 10 décembre 1951 au 1er janvier 1952. C'était un petit coup de semonce, comprenez-vous. Napoléon III n'avait pas du tout l'envie de se brouiller avec la maçonnerie, mais il voulait faire comprendre à la maçonnerie qu'il fallait s'entendre sur une base solide. Cette base solide, on l'a cherchée par des négociations très secrètes, mais dont nous avons tout de même quelques traces. Cette négociation s'est déroulée de la façon suivante. On faciliterait la vie de la maçonnerie, oui, entendu. Mais il faudrait que la maçonnerie facilite la vie du régime. Aussi, je vais vous lire une circulaire extrêmement caractéristique du monsieur de Persigny, qui était ministre de l'Intérieur, qui date de peu de temps après les coups d'État de Napoléon. Et voici quelle est l'attitude de monsieur de Persigny. Certains préfets, ceux du Sud-Est, avaient fermé les loges parce qu'elles étaient excitées. Alors Fernand de Persigny leur écrit: dans plusieurs départements, des loges maçonniques ont été fermées par décision préfectorale. Je ne doute pas que ces mesures aient été justement motivées, mais elles ont ému l'ordre entier de la franc-maçonnerie et ont fait craindre que le gouvernement ne songeât à supprimer l'institution elle-même. Il est une considération sur laquelle je crois devoir appeler votre attention, c'est que les loges maçonniques sont soumises à une hiérarchie et à une discipline intérieure qui suffisent souvent pour maintenir les membres affiliés dans la ligne de leurs devoirs et pour réprimer les abus qui pourraient se produire. Tant que le maintien de l'ordre dans les loges peut être ainsi obtenu, l'intervention de l'autorité ne me paraît pas rigoureusement nécessaire. Vous reconnaîtrez en effet avec moi, monsieur le préfet, que cette manière de procéder serait préférable en ce qu'elle n'alarmerait pas une institution dont l'origine et les anciennes traditions sont éminemment respectables. En conséquence, lorsque vous penserez qu'il y a lieu de prendre des mesures à l'égard d'une loge maçonnique, vous aurez préalablement à m'en référer. Je signalerai les faits qui se seront passés dans votre département au chef de l'ordre, et dans le cas seulement où les mesures qu'il prescrirait seraient insuffisantes, l'autorité aurait à intervenir. Monsieur de Persigny était malin, mais il n'était pas assez malin pour les maçons, car il reprenait la politique de Louis-Philippe, c'est-à-dire, en moins fort,
Le gouvernement s'entendra avec le Grand Orient, et c'est par le Grand Orient que nous tiendrons les loges en nous compromettant moins que nous nous comprometterions si j'étais obligé de les fermer. Seulement, il ne se rendait pas compte, et c'est cela que je vous expliquerai ce soir, il ne se rendait pas compte comment il allait être joué par la maçonnerie. Parce que la maçonnerie du Grand Orient sera excessivement polie et gentille. Avec le pouvoir, on bénira Napoléon Ier, on fera des discours, il y aura des loges Napoléon Ier, Napoléon III, il y aura une loge Napoléon III, on portera des banderoles et on fera même des cérémonies, mais on laissera prudemment les loges les plus discrètes agir et travailler d'autant plus facilement que l'esprit de l'époque allait le permettre. L'esprit de l'époque, c'est un réalisme antichrétien, tel que vous le trouvez chez Flaubert, par exemple, tel que vous allez le trouver encore bien plus dans le naturalisme de Zola. L'esprit de l'époque, c'est une poussée de l'industrie merveilleuse, qui va permettre à l'industrie française de tout le Nord et de l'Est de devenir l'une des premières d'Europe et de répandre le bien-être en France. Or, avec le bien-être en France, le prestige de l'industrie augmentera. C'est vraiment sous Napoléon III que les chemins de fer, les grandes usines de la région de Strasbourg, de Metz, de Nancy, de Lille, se sont construites et sont établies. C'est la grande époque où la structure bancaire de la France a reçu sa forme grâce aux faveurs que Napoléon III a données à M. de Rothschild, à M. Foule, dont il a fait souvent son ministre, qui étaient des Israélites adaptés, nous dirons, et ainsi l'industrie a reçu en France une place qui permettait désormais de se protéger contre les réactions paysannes, toujours dangereuses, parce qu'ils se méfient. Parce que les industriels, pourvu que l'argent roule, ça va. Et puis, un autre avantage, plus profond pour la maçonnerie, c'est que, avec l'industrie, le prestige de la science augmente. Qu'est-ce qui permet à l'industrie de durer, de se renouveler? Qu'est-ce qui permet à l'industrie d'avoir cette mainmise à la fois sur la vie privée des gens et aussi sur leur intelligence, dont on a besoin? C'est le travail scientifique et le progrès constant de la science. Le Second Empire sera donc un moment où l'Église se trouvera sourdement attaquée sur des terrains où elle a une certaine peine à se défendre. Napoléon III, non pas en lui-même, parce que ça lui était égal à ce moment-là, mais dans la personne de sa femme, sera très respectueux pour l'Église. Mais Napoléon III encouragera l'industrie, la science et protégera cette instruction publique fondée par son grand-père, par son grand-oncle, peut-être grand-oncle, et en tout cas cette instruction publique qui alors, elle, sous l'impulsion maçonnique, va devenir le principal outil de déchristianisation en France. Et en même temps que ce sera un outil de déchristianisation, ce sera un outil qui permettra, et c'est un des points importants que je vous expliquerai ce soir en détail, à la maçonnerie de se refaire un idéal. Je vous avais expliqué que la formule « le grand architecte de l'univers » au XVIIIe siècle était une formule très vague. Mais c'était une formule derrière laquelle les initiés supérieurs plaçaient une réalité naturelle telle que Newton l'avait envisagée. C'est-à-dire que Newton, qui était un mystique et en même temps une sorte de païen, Newton avait envisagé que l'attraction universelle, cette force qui maintient les astres en rapport les uns avec les autres, a une réalité non seulement matérielle mais spirituelle, et qu'elle est l'origine de tout. Et alors, les maçons l'opposaient, cette réalité à la fois matérielle et spirituelle, disait-il, l'opposaient au Dieu de la Bible, comme étant le Dieu concret et le Dieu des astres, des étoiles, des hommes, des destinées humaines. Cette foi avait été, en s'amenuisant, à partir du début du XXe siècle, où l'astronomie était devenue plus savante, plus précise, où l'astrologie avait été... Et alors, la maçonnerie se trouvait
si vous le voulez, avec une crise intérieure de foi. Le mot grand architecte de l'univers n'avait plus de sens. Et pour les maçons, et il y en a, pour les maçons qui ont un besoin d'une certaine mystique, il y avait un creux. Je vous dis cela, voyez-vous, et je voudrais que vous le compreniez, vous qui êtes frères ou qui allez l'être. Il ne faut pas juger la maçonnerie uniquement sur son état-major antichrétien. J'ai fréquenté dans l'université beaucoup de maçons. Et j'en ai fréquenté qui m'ont posé un problème assez délicat, parce que c'était des fils ou petits-fils de maçons, donc déchristianisés pendant 2 ou 3 générations. Et pour ces gens-là, les cérémonies maçonniques, quelque ridicules qu'elles soient, je vous donnerai des images ce soir ou demain, étaient tout de même un peu comme sont pour nous, je vous demande pardon, les grands messes et les grandes cérémonies. Il y avait, et ça, un très honnête confrère que j'ai une fois me l'a expliqué, m'a dit que moi j'ai besoin d'une certaine mystique. Je ne peux plus être chrétien, il y a 3 générations d'antichrétiens dans ma famille, je ne peux plus. Mais alors, la maçonnerie, quand elle est née par quelqu'un d'intelligent, elle me donne ce minimum de vie spirituelle dont j'ai besoin. Eh bien, ce minimum-là, en 1848, en réalité était fané et n'existait presque plus. Et nous allons voir se reformer une foi intérieure maçonnique qui sera en même temps une foi intérieure scientifique et qui représentera un instrument de guerre dont, si vous voulez, l'extrême bout, c'est Papa Teilhard. Car Teilhard de Chardin est l'aboutissement de cette nouvelle foi maçonnique dont je vous parlerai, et vous verrez comment la filiation se fait très bien et comment en réalité aux États-Unis Teilhard avait imbibé ces idées et ces doctrines qui sont à l'heure actuelle l'un des éléments capitaux de la propagande maçonnique dans tous les milieux, car cela permet aux gens d'opposer à la foi chrétienne une sorte de synthèse qui soit d'apparence complète. Il y a un homme qui l'a expliqué récemment très bien, c'est Jean Rostand, en disant la théorie de l'évolution n'est pas une théorie que la science ne prouvera jamais, mais elle est un postulat de la science sans lequel la pensée scientifique serait incohérente et incomplète. Eh bien, c'est sous le Second Empire que cette pensée va devenir cohérente et complète, et c'est cela le grand service que cette période a rendu à la maçonnerie après la terrible crise que je vous ai décrite maintenant, qui était cette crise de la période glorieuse des 6 premiers mois de 48 et puis du déclin. Si vous avez quelque chose à me demander, je suis à votre disposition pendant encore quelques minutes. Si vous avez des choses plus compliquées, vous pouvez lui demander par écrit, soit ici, soit plus tard, mais en tout cas, je suis à votre disposition. Voyez donc, messieurs, pour tout ce qui est d'appartenance à la maçonnerie, je vous réponds avec prudence à moins d'être sûr. Et je ne veux pas m'avancer parce que la tactique maçonnique, c'est de répandre toutes sortes de bruits faux. Il y avait un vénérable oncle, qui était un archevêque d'Aix, et qui était plus anti-maçon que moi. Eh bien, pendant l'occupation allemande, alors que j'occupais le Grand Orient, les maçons ont fait courir le bruit que mon cher oncle avait été maçon, ce qui est comme si vous l'étiez, comme si... Il faut donc, pour tout ce qui est attribution du titre maçonnique, soit à des gens très honorables, soit à des gens moins honorables, ne se décide de déclarer la chose que si on est tout à fait sûr, et si on a des papiers très exacts. Parce qu'il faut toujours craindre une manœuvre maçonnique, ou bien pour diffamer quelqu'un qui les a attaqués, et dont il faut tâcher de montrer qu'il était fourbe, ou bien pour glorifier quelqu'un qui n'était pas de chez eux, mais qui pour une raison quelconque aurait pu leur servir et dont il est utile pour eux que son nom figure parmi les noms des grands maçons. C'est pour ça que quand on me demande si tel ou tel homme fameux, philosophe, est ou n'est pas maçon, on va en être sûr. Je ne veux pas faire comme certains de mes prédécesseurs qui disaient oui ou non au pifomètre. Il faut absolument savoir. Si vous lisez jamais le livre absurde de Perfit sur ce sujet-là, il a raconté une série de mensonges inouïs, donc méfiez-vous. Pour tout ce qui est de savoir qui est maçon, il faut faire excessivement attention. Parce que les maçons brouillent les cartes.
au moment où Pie IX avait commencé à attaquer la maçonnerie, les loges ont publié en France, en Amérique, en Allemagne qu'il était maçon. Et ont même donné des détails qu'il aurait été introduit dans la maçonnerie à telle et telle période. C'était la revue maçonnique Entre Columnas, publiée à Mexico, qui a dit ça d'abord. Puis ensuite, ça a été répété, et on avait affirmé donc qu'il avait été initié à Philadelphie ou bien en Allemagne. Et la chose paraissait comme prouvée. Et le petit Larousse illustré le donnait, tous les journaux le donnaient. La chose était considérée que non, que ce Saint-Pape, le pape du Syllabus, qui avait une grande sagesse, aurait été maçon. Puis nous avons eu la chance, pendant que je travaillais au Grand Orient, de trouver dans la chaîne d'Union, qui était le journal maçonnique assez bien rédigé, d'octobre 85, l'article suivant, qui était adressé au directeur de cette chose-là. Très honoré et très estimé frère Hubert, il avait donc écrit, il avait été prouvé, que Pie IX n'avait jamais été initié à Philadelphie, mais on pensait qu'il avait été initié en Bavière. Très honoré et estimé frère, en réponse à votre lettre très agréable, j'ai l'honneur de vous avertir que le prétendu diplôme qui établirait la soi-disant initiation du pape Pie IX à la maçonnerie est une invention et toute la chose d'une inepte sottise. Il n'a jamais existé une grande loge de Bavière. Il n'a jamais existé une grande loge du Soleil à Bayreuth. La maison royale de Bavière n'a jamais connu un Guillaume de Weitelsborg comme prince de Bavière ou comme grand maître des loges. Le prétendu diplôme, signé de ses noms, ne se trouve pas dans les archives des deux loges de Nuremberg. On ne sait pas d'où vient continuellement cette absurde invention à laquelle on a opposé bien des fois un démenti absolu dans divers journaux. Signé Bernard Fischer, conseiller de la chancellerie du gouvernement principal Guérin, 16 octobre 1885. Donc, méfiez-vous. Dans les études maçonniques, il faut apporter le plus grand sérieux. Il faut avoir vu les papiers, il faut avoir touché les choses, car la ruse est partout. Il y a une odeur malpropre de mensonge et il ne faut jamais s'engager sur un terrain faux. Je vous raconterai demain comment les gens qui se sont engagés imprudemment ont eu ensuite des histoires lamentables.